Ibombo en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, encore une fois, bienvenue au forum Brazza Cyber Security. Pendant ces 2 jours, Kintélé sera la capitale africaine de la cybersécurité. Le forum Brazza Cybersécurité qui nous réunit ce jour est la convergence en un lieu, Kintélé, en République du Congo, les 16 et 17 septembre 2021, de l'ensemble des acteurs de la cybersécurité, de la start-up aux grandes entreprises, des collectivités aux grandes institutions publiques. Monsieur le ministre, distingués invités, la cybercriminalité est l'une des grandes menaces de ce XXIe siècle et un véritable défi pour tous les gouvernements et en particulier pour les services de sécurité intérieure du monde entier. Pendant ces 2 jours, des cyberexperts venus de partout seront à la disposition du public pour partager leur expérience et pour certains le savoir-faire de leurs entreprises afin de conclure des partenariats d'affaires avec des potentiels clients et ou partenaires ici présents. À présent, mesdames, messieurs, j'invite monsieur Arnaud Aken-Elian, manager général de la société Skytech Congo et président du comité d'organisation de ce forum, à bien vouloir présenter le forum Brazza Cyber Security. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce jour au Centre international de conférence de Kintélé à l'occasion de la première édition du forum Brazza Cyber Security, en sigle FBC. Nous disons particulièrement un grand merci à M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, l'hôte de la première édition de ce forum qui, par sa présence au milieu de nous, manifeste la détermination du gouvernement de la République à concrétiser le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Poursuivons la marche. Merci, Monsieur le ministre. Si nous sommes rassemblés ce matin, mesdames et messieurs, c'est parce que nous partageons la conviction que la cybersécurité constitue un enjeu majeur pour nos sociétés, nos États et nos entreprises. Plus que jamais, l'Afrique est rentrée dans le tout digital. La numérisation des services de tous les domaines prend pied dans de nombreux pays en Afrique. Si cette situation facilite la vie des millions des Africains, elle pourrait aussi se retourner contre eux. En effet, le développement du numérique rime avec l'accumulation des données. Nos données ont une valeur marchande et nous devons la protéger. Par conséquent, chaque année, nous apprenons le piratage des bases de données partout dans le monde, entraînant des fuites importantes des données professionnelles et personnelles. Sans protection, ces informations peuvent être réutilisées à des fins publicitaires, politiques, commerciales ou malveillantes. En mars 2018, la société Cambridge Analytica a ainsi été accusée d'avoir récolté des données de 87 millions de profils Facebook et de s'en être servi pour influencer les élections au Nigeria en 2007 et au Kenya en 2017. L'Afrique, faut-il rappeler, accuse un certain retard du côté de la législation. D'après Mohamed Lo, juriste et président de la commission de protection des données personnelles au Sénégal, quelques chiffres clés attirent notre attention. 28 millions de cyberattaques entre janvier et août 2020 avec des attaques plus sophistiquées. Plus de 85 institutions financières reconnaissent avoir été victimes d'une cyberattaque. Seuls 20% des pays africains disposent d'un cadre légal sur la cybercriminalité. Le marché de la cybersécurité en Afrique est estimé à 2,5 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 3,5 milliards de dollars en 2021. Les cybercriminels ont des conséquences de la vie des citoyens et des entreprises. Perte d'argent,
chantage, indisponibilité de services et bien d'autres. Il constitue également des troubles à l'ordre public. Nous sommes là au cœur d'une mission de services de sécurité. Toutefois, la cybercriminalité reste un enjeu fondamental pour l'Afrique qui compte sur le numérique pour faire sa révolution en ce 21e siècle. Monsieur le ministre, distingués invités, le forum Brazza Cyber Security est donc notre réponse à ce constat. À cet effet, je me félicite que plusieurs gouvernements représentés ont accepté d'exprimer dans de nombreux ateliers tout au long de ce forum. Aussi, plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces deux jours par des experts de haut niveau et des décideurs présents notamment. Présentation des visions et politiques des différents gouvernements invités. Quelle stratégie de la cybercriminalité pour accompagner la transformation digitale, digitalisation, dématérialisation et économie numérique, cyberfinance, quels défis, protéger les administrations publiques des risques cyber, cybersécurité, de la cyberguerre à la cyberdéfense. Devant les nombreuses entreprises et administrations ici présentes, je tiens à rappeler une évidence. Nous faisons tous partie, à un degré plus ou moins marqué, d'un écosystème pouvant être la cible d'acteurs cyber malveillants. Skytech Congo, dont je suis moi-même manager général, développe depuis 6 ans des solutions adaptées à la situation individuelle de chacun de nos partenaires, institutions publiques, entreprises privées au Congo. Nous envisageons dans les jours à venir exporter nos solutions partout où les besoins y feront. Pour conclure, Monsieur le ministre, comme je l'ai dit tantôt, la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Et nous pouvons numériser sans sécuriser. Merci. J'en ai terminé. Distingués invités, chers participants, il m'échoit l'honneur de prendre la parole aujourd'hui en ce rendez-vous d'information et de sensibilisation sur la cybersécurité, organisé sous le thème « La cybersécurité, un enjeu majeur pour nos États ». Je voudrais, en cette circonstance particulière, remercier chaleureusement les délégations étrangères qui ont bien voulu nous honorer en effectuant le voyage de Brazzaville pour partager avec nous ces moments de réflexion et d'échange sur un sujet d'importance qu'est la cybersécurité. Je souhaite aussi la bienvenue aux participants qui, par leur présence, témoignent l'intérêt qu'ils accordent à ce grand rendez-vous et son dévouement à la bonne tenue du présent forum. Un jeune Congolais totalement décomplexé et qui ose. Et je suis persuadé qu'il suscitera des vocations et fera des émules au sein de notre jeunesse. Soyez rassurés de l'appui et de l'accompagnement multiforme du gouvernement pour ces initiatives salutaires pour l'éclosion de l'écosystème des télécoms et du numérique dans notre pays. Aussi, je salue donc l'initiative de cet événement qui nous donne un cadre d'échange inclusif et de sensibilisation dans le but d'approfondir nos réflexions sur la question afin de nous préparer aux différentes éventualités. Je souhaite qu'au moyen de ce forum, vous tiriez avantage des différents experts et des parties prenantes à ce rendez-vous, d'enrichir vos échanges à travers le partage et le retour d'expériences nationales et internationales dans le domaine de la cybersécurité. Mesdames et messieurs, les gouvernements du monde sont confrontés à des menaces cybernétiques qui évoluent très rapidement. Espionnage, sabotage d'infrastructures critiques, crimes organisés et atteinte à l'innovation.
Avec le recours accru aux nouvelles technologies, les questions relatives à la cybersécurité et à la cybercriminalité représentent de plus en plus des défis majeurs pour nos sociétés. La situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie coronavirus Covid-19, n'a pas laissé d'autre choix aux États que de faire recours aux outils numériques pour assurer leur résilience. Cependant, l'expansion de l'utilisation de l'outil numérique a aussi occasionné l'augmentation des cyberattaques dans le monde. En effet, l'inclusion au monde du numérique nous expose inévitablement à la cybercriminalité. De nouveaux crimes apparaissent et de nouveaux criminels occupent la scène. Ils excellent de plus en plus dans la sophistication de leurs actions, entre autres les fraudes, les vols de données, les espionnages, les manipulations, etc. La pénétration en hausse d'Internet et les progrès des technologies numériques commencent également à modifier le monde de la finance et la dynamique des marchés du crime organisé plus traditionnels. Avec les réseaux sociaux et d'autres plateformes du dark web moins facilement accessibles, les réseaux criminels procèdent à divers types de trafic en ligne. Nos vies privées et nos données peuvent être volées, exposées et utilisées sans notre consentement à tout moment. Pour l'année 2019, la cybercriminalité était estimée à plus de 600 milliards de dollars en détournement de données, demande de rançon, etc., soit 1% du PIB mondial détourné. Depuis janvier 2020, l'augmentation des attaques informatiques est passée de 1200 attaques en début d'année à 380 000 en début avril de la même année. Au regard de ces statistiques, plus que jamais, la cybersécurité peut être considérée comme un outil indispensable et doit s'imposer dans la stratégie globale des différentes gouvernances. Mesdames et messieurs, face à ce grand phénomène, il importe donc aux États et aux gouvernements de créer des écosystèmes, d'adapter les outils juridiques dans le but de lutter contre le fléau de la cybercriminalité, d'orienter nos stratégies et nos politiques nationales en matière de cybercriminalité, de cybersécurité, de protection des données à caractère personnel et des transactions électroniques. À ce propos, je tiens à souligner que sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le gouvernement s'est déjà doté d'un arsenal juridique pour protéger aussi bien les libertés individuelles dans le cyberespace que les systèmes d'information. Ainsi que le gouvernement a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo. Le gouvernement est en pourparlers pour ratifier celle de l'Union européenne sur la cybercriminalité, dite de Budapest. L'opérationnalisation prochaine de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que l'adoption de la loi portant création de la Commission nationale de protection des données viendront compléter cet édifice. Sur ce, je déclare ouvert le forum Brazza Cybersécurité et vous souhaite des échanges fructueux et riches. Je vous remercie. Nous avons été accompagnés par des partenaires techniques, stratégiques, des sponsors et un sponsor officiel, la société Silicon Connect. Ainsi, j'introduis donc le moment du partenaire et j'invite le directeur général de Silicon Connect, M. Gaëtan Soltez, pour son mot. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, en tant que sponsor Platinum de l'événement Forum Brazza Cybersecurity, première édition, au nom de Silicon Connect, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole
à l'occasion de ce rendez-vous important. Silicon Connect a vocation à desservir les clients professionnels, les grandes entreprises, les opérateurs de télécom, les institutions, parmi lesquels les ministères et leurs démembrements, les forces de l'ordre. Nous prenons très au sérieux les préoccupations de nos clients, car nous en comprenons et en mesurons les enjeux. Et c'est ce qui nous a amenés à sponsoriser le forum. J'ai l'honneur de lever le voile sur la société, notre mission, notre réseau, nos produits et notre politique pour la sécurité. Pour comprendre notre identité, il faut partir de la genèse du projet. La Société nationale d'électricité, E2C, a construit pour son compte l'un des plus grands réseaux de fibre optique au Congo. L'exploitation de ce réseau est concédée au groupe Yaocorp en 2020, à travers un partenariat public-privé, l'État conservant la propriété des infrastructures. Silicon Connect est créé à cette occasion pour devenir la filiale télécom du groupe Yaocorp. Les 1300 km du réseau sont segmentés de la façon suivante. Une dorsale, backbone, sud, entre Pointe-Noire et Brazzaville de 550 km de linéaire. Cette partie du réseau est construite sur le câble de garde de la ligne très haute tension, THT, qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. Une dorsale backbone nord, entre Brazzaville et Owando. Cette partie du réseau est également construite sur le câble aérien de la THT. 2 boucles métropolitaines complètent le réseau, une à Pointe-Noire et une autre à Brazzaville. Ces boucles connectent les agences E2C entre elles, créant ainsi des points de distribution partout en ville. Ces segments sont majoritairement souterrains. Des segments en construction ou en projet viennent compléter le diagramme, avec notamment des extensions prévues vers Dolisie, Ouesso et Kinshasa pour connecter le réseau aux pays voisins. Je vais un petit peu vous parler de la mission de Silicon Connect. Lorsqu'on y réfléchit, la technologie est devenue omniprésente dans nos vies au quotidien. La révolution du digital transforme sous nos yeux nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre, de nous soigner, de nous divertir et même de nous loger. Fort de ce constat, notre mission à Silicon Connect est de garantir un accès Internet au plus grand nombre, car la connectivité est devenue un enjeu stratégique pour nos sociétés, nos entreprises et nos États. Silicon Connect se présente comme l'opérateur des opérateurs sur le territoire national. Notre politique est l'accès ouvert envers les autres opérateurs et de créer des points de mutualisation des infrastructures partout au Congo. Silicon Connect fédère et exploite la fibre optique nationale et ambitionne d'y inclure la construction de data centers pour la gouvernance souveraine des données. Des connexions transfrontalières viendront mailler notre réseau avec nos pays voisins. Silicon Connect veut être moteur du développement de la fibre optique nationale, avec ses partenaires stratégiques, E2C, nos ministères de tutelle, le ministère des PPP, le ministère des Grands Travaux et les porteurs de projets de futurs câbles sous-marins. Silicon Connect se positionne résolument sur le segment B2B avec une activité déclinée en 3 métiers à destination des grandes entreprises, des institutions et des opérateurs de télécom. Nos services comprennent l'accès à Internet professionnel, l'interconnexion de sites en interurbain et en intra-urbain, la vente de capacités de gros aux opérateurs de télécom et aux fournisseurs d'accès à Internet nationaux et régionaux. Silicon Connect soutient d'ailleurs les opérateurs régionaux en développant des points de présence, des POP, sur l'ensemble du territoire national et à l'international. Ces POP sont ensuite mis en exploitation et ouverts à nos clients opérateurs. Parlons de sécurité. L'infrastructure est à la fois le vecteur des attaques et elle est elle-même constamment sous attaque. Pour un réseau de fibre optique, il faut composer entre les agressions physiques et les attaques logiques. La sécurité revêt donc 2 aspects différents mais complémentaires. Les agressions physiques peuvent être dues, par exemple, à l'environnement, telles que les érosions dues aux pluies, le feu, et ainsi de suite. Mais également à la main de l'homme, sabotage et négligence, par exemple. Les attaques propres aux services sont les cyberattaques, qui attaquent le réseau ou les équipements connectés. D'où la nécessité de mesures préventives, c'est la cybersécurité, et de mesures curatives, c'est-à-dire d'une riposte à chaque nouvelle brèche de sécurité découverte. Les infrastructures sont malheureusement des cibles de choix pour les criminels. On nommera, pour prendre 2 exemples,
l'attaque du pipeline Colonial au début du mois de mai de cette année, qui a duré plus d'une semaine, et qui a causé des pénuries de carburant sur la côte est des États-Unis pendant plus d'une semaine. Les vétérans de la cybersécurité se souviendront de Stuxnet en 2010, le malware le plus sophistiqué en son temps, qui avait pour but de paralyser le programme nucléaire iranien, pour ne citer que ces deux-là. Nous postulons que tous les clients abonnés devraient être protégés et sécurisés lorsqu'ils passent par l'architecture de Silicon Connect. Pour protéger nos infrastructures et les données de nos clients, Silicon Connect emploie des experts du domaine pour sécuriser son infrastructure. Nous vous accueillons d'ailleurs durant ces 2 jours sur notre stand pour vous présenter ces mesures plus largement. En ce qui concerne maintenant les offres, très rapidement, ce qui caractérise les offres de Silicon Connect sont une capacité en propre, c'est-à-dire de type ligne louée, de bout en bout et symétrique, des vitesses de connexion et des performances atteignables uniquement par la fibre optique. Par exemple, nous mesurons une latence de 3 millisecondes en moyenne entre Brazzaville et Pointe-Noire. Des routes redondantes pour éviter les coupures, des SLA qui garantissent la prise en charge des incidents et le temps de rétablissement du service. Une fois de plus, rendez-vous sur le stand de Silicon Connect pour en apprendre davantage sur nos offres. Je vous remercie. Je m'appelle Clément Domingo, plus connu sous le pseudo de Sax. Je suis hacker éthique. Attention, on va parler de hacker éthique. Il ne faut pas du tout prendre la mouche ou commencer un peu à avoir peur. Hacker éthique, ça veut dire que moi, au quotidien, je vais aider les entreprises à être beaucoup plus sécurisées. Et cette année, j'ai aussi eu la chance de figurer dans le top 50 de Jeune Afrique qui a publié les personnes qui font le numérique et la cybersécurité en Afrique. Bonjour à tous, je m'appelle Samson Chénian, je suis français, je suis malgache et je suis très content d'être ici. Je suis un expert en cybersécurité. J'accompagne aujourd'hui les entreprises à travers le monde à investiguer les cyberattaques lorsqu'ils subissent des dégâts très critiques, notamment quand ça provoque des indisponibilités de leurs services. Donc aujourd'hui, on souhaitait vraiment vous présenter une petite démonstration pour vous illustrer vraiment à travers un exemple d'un scénario d'attaque. Donc une fois qu'on a fait ça, il va y avoir un petit truc technique à voir. À chaque fois qu'il va y avoir du rouge, ce sera un peu la vision du côté de l'attaquant. Et à chaque fois qu'il va y avoir le côté vert, ce sera un peu la vision du côté de la victime. Donc le côté rouge, de manière générale, c'est moi qui vais le présenter. Et donc là, sans plus tarder, on va un peu rentrer dans une phase qu'on appelle l'OSINT. L'OSINT aujourd'hui, c'est quelque chose de très connu pour Open Source Intelligence, encore enseignement en source ouverte. C'est vraiment ce processus-là qui va permettre à des personnes, en tout cas on va dire à des cybercriminels, de pouvoir trouver des informations sur votre structure, sur les personnes qui vont travailler dans votre entreprise, tout ça pour avoir, on va dire, une meilleure vision, et parfois même meilleure que vous. Et donc là, dans le scénario, la personne commence à faire ce qu'on appelle du Google hacking, donc en mettant des requêtes spécifiques dans le moteur de recherche Google, et voulant un peu s'attaquer à l'entreprise Wata, elle va tomber assez rapidement sur le profil de cette personne qui n'est rien d'autre que le directeur financier de cette entreprise Wata, que l'on voit un tout petit peu sur la droite de l'écran. Et une fois qu'elle a fait ça, elle va passer sur ce qu'on appelle en fait un autre moteur de recherche qui est très connu des personnes qui sont dans la cybersécurité. Et donc là, on va tomber sur le mot de passe de l'utilisateur. Et sur ce mot de passe, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, là, c'est un peu, on va dire aussi un peu une autre réalité en Afrique, c'est que beaucoup de gens, hélas, là, je presse vraiment un constat qui est un tout petit peu malheureux, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas du tout utiliser leur adresse mail personnelle, professionnelle autant pour moi, mais vraiment leur adresse mail personnelle. Et donc là, en faisant quelques recherches très spécifiques, en fait, on tombe vraiment sur l'adresse mail, mais surtout le mot de passe qui a été légèrement haché. Mais une autre information qui est très intéressante, c'est son numéro qui va permettre de passer à l'autre partie de l'attaque. Et donc l'autre partie de l'attaque, et entre autres, se fait avec un outil qui est très connu, qui va permettre vraiment de faire ce qu'on appelle la weaponization. Donc en fait, c'est vraiment toute la partie de l'arsenal qu'on va lancer. Et donc là, on forge un peu le mail. Un petit message WhatsApp en disant qu'il y a un petit problème sur son compte bancaire. En effet, il y a eu des opérations frauduleuses, suspectes, et l'idée c'est de demander à cette personne de se connecter pour valider ces informations. Bien entendu, dans cette situation, un peu de panique, la personne se connecte très rapidement, elle clique sur le lien. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les hackers, quand ils vont mener ce qu'on appelle du social engineering combiné avec du phishing, ils vont vraiment utiliser les émotions, utiliser les différents événements un peu anxiogènes du moment pour vraiment profiter de la vulnérabilité de la victime. Suite à cela,
la victime, bien sûr, ne réfléchit pas beaucoup, veut vraiment se connecter, donc rentre très rapidement ses informations. Et 2 secondes plus tard, de manière très transparente, la personne, la victime donc, Patrice Bonnat, est connectée sur son compte en banque. Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu plus attentifs, vous avez remarqué qu'il y a une différence par rapport à la page précédente. En effet, au niveau de l'URL, nous avons ici donc la banque Brazabank sans le tiret, alors que initialement, quand la personne s'est connectée sur son compte bancaire, il y avait un petit tiret dans la banque, dans l'URL. Donc ça, dans le domaine, il s'agit d'une attaque qui s'appelle vraiment le typo squatting. Il s'agit de créer un domaine qui ressemble de manière très similaire au vrai domaine. On peut utiliser par exemple des caractères qui s'appellent des homoglyphes, des caractères qui se ressemblent les uns les autres de manière très similaire, tellement similaires qu'ils sont quasiment indistinguables pour certains à l'œil nu. Ce qui est intéressant, là, ce qu'on vient de voir vraiment du côté de l'utilisateur, c'est que forcément l'émotion. Vous êtes directeur financier, vous recevez un message de votre banque qui vous incite à vous connecter automatiquement parce qu'il y aurait soi-disant des opérations frauduleuses. On a beau être sensible, mais qu'on est un peu directeur financier, en tout cas un certain poste, que l'on va venir un peu traiter d'informations financières, assez rapidement on va le faire. Et surtout dans ce cas-là, si on ne fait pas très attention au niveau, comme on l'a vu au niveau de l'URL, bah, en fait on ne s'en rend pas compte sur le fait. Et encore beaucoup plus vicieux et beaucoup plus là-dessus, on a vraiment ce qu'on appelle, par exemple, quand vous prenez le i avec un point, il va être totalement différent du i avec un accent, surtout quand on va commencer un peu à voir de la langue turque. Et aujourd'hui, il y a énormément d'attaques autour de ça. Et donc là, maintenant, je vous montre un peu ce qui se passe du côté de l'attaquant. Donc moi, j'ai vraiment fait toute ma phase d'arsenal que j'ai envoyée. Et une fois que l'utilisateur a rentré ses informations, c'est vraiment trop tard. Et donc là, je reçois absolument tout, entre autres son adresse mail et surtout son numéro, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Ce qui fait que moi, derrière, sans s'en rendre compte, bah, je vais pouvoir vraiment venir ensuite étendre mon attaque, faire un peu du mouvement latéral et aller jusqu'au bout de cette attaque. Donc l'attaquant a récupéré désormais les identifiants, il a récupéré le numéro du compte bancaire, il a récupéré le mot de passe. Que va-t-il se passer? Donc 2 mois se passent. Donc nous on fait beaucoup d'analyses de cyberattaques pour des entreprises et bien entendu, à chaque fois, on se rend compte que l'attaquant était dans le réseau depuis plus de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le plus grand qu'on a vu actuellement, c'était 12 mois. Donc c'est ce qu'on va appeler un peu de l'espionnage. Ici, donc, pendant plus de 2 mois, l'attaquant avait accès au compte en banque et il n'a effectué aucune opération. Donc là, si on parle en termes de vulnérabilité, il y a déjà un manque en termes de monitoring, en termes de surveillance, bien qu'il y ait d'autres choses à mettre en place aussi. Et ce qui est intéressant aussi, petite information, vous le savez ou pas, mais la durée moyenne d'une cyberattaque, avant que l'on ne se rende compte que les espions sont dans votre réseau, elle est de 9 mois. 9 mois, à la fois, ça peut paraître court, ça peut paraître long, mais je vous assure que c'est très long. 9 mois avant de vous rendre compte que vous êtes attaqué depuis longtemps, qu'on leur récupère vos informations, sans réellement que vous puissiez être au courant. Donc 2 mois plus tard, Patrice Bonnat se reconnecte sur le compte bancaire de l'entreprise, et grande surprise, il n'y a plus rien sur le compte en banque. Donc le compte courant a été totalement vidé. C'est une catastrophe pour l'entreprise. L'impact ici va varier en fonction du secteur d'activité, mais en général, ça va quand même provoquer la fermeture de l'entreprise. Donc la question, bien entendu, après avoir parlé de toutes ces techniques d'attaque, c'est comment se protéger? Quelles sont les solutions? Donc si on parle du premier scénario par phishing par WhatsApp, bien entendu, une des solutions, c'est d'implémenter le 2FA, donc le double facteur d'authentification sur toutes les plateformes de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises qu'on a accompagnées qui ont vécu une cyberattaque, suite à cela, on leur a dit, vous n'avez pas le choix, vous devez implémenter tout simplement cette sécurité parce que l'attaquant connaît trop d'informations sur votre réseau. Maintenant, ça c'est une recommandation assez spécifique. On a tous, vous avez tous ici des entreprises dans un secteur d'activité différent, avec des enjeux différents, peut-être du service public, peut-être du service privé, peut-être des données citoyennes à protéger, peut-être plutôt une production à protéger, peut-être vous êtes des OIV, donc des organismes à importance vitale. Et dans ces scénarios-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se rapprocher d'experts. On a de la chance ici parce que nous avons Skytech Congo, qui est justement vraiment l'organisateur de ce forum, qui dispose de compétences pour vraiment accompagner les entreprises et les entités publiques pour vraiment analyser non seulement s'il y a par exemple des espions présents dans le réseau à travers ce qu'on appelle aujourd'hui du threat hunting ou effectuer du pen test pour identifier les vulnérabilités dans le réseau et dans le scénario vraiment catastrophe, effectuer ce qu'on appelle de l'analyse forensique pour comprendre comment l'attaquant est rentré dans le réseau et quel est le niveau de dégâts qu'il a effectué.
Et ce qui est intéressant, juste là, tout à l'heure, il y a Sanson qui disait que aujourd'hui, il faut absolument utiliser du MFA, donc du multiple facteur d'authentification, ou alors du 2FA, donc pour le double facteur d'authentification. Petite information qui s'est déroulée la semaine dernière, pas très loin de chez nous, en tout cas en Europe, il y a l'ONU qui s'est encore fait pirater. Et en fait, la manière dont ça s'est passé, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un tout petit peu passer l'information, mais ce qu'on appelle en fait les attaquants ont récupéré un mot de passe sur le dark web, et de ce mot de passe-là, ils sont venus se connecter sur un logiciel de gestion interne. Donc aujourd'hui, utiliser tout simplement un mot de passe, c'est totalement désuet, ça ne sert à rien, parce que en fait, votre mot de passe, il est déjà dans la nature. Donc d'où l'intérêt d'avoir un second facteur d'authentification, ce qui viendrait en fait totalement contrecarrer, même si un attaquant a votre mot de passe. Un aspect assez important qu'on a abordé à travers les 2 mois pendant lesquels l'attaquant avait en fait la prise de contrôle sur le compte utilisateur, il a également effectué des reconnaissances sur le réseau, il a pris le contrôle d'autres équipements, c'est pour ça qu'il a attendu 2 mois pour vraiment continuer à observer s'il n'y avait pas d'autres choses à attaquer. Donc le manque qu'on a évoqué, c'était vraiment le manque de surveillance. Donc aujourd'hui, il existe des outils. Par exemple, nous, on a un outil qu'on a créé qui était à la base vraiment dédié pour les équipes de police pour faire le suivi des cybercriminels. Il est aujourd'hui également utilisé par les entreprises pour surveiller dans le réseau. Donc l'idée ici, c'est vraiment de manière visuelle à analyser toute la quantité de données qui est en train de tourner en continu et pouvoir relever de manière assez efficace les anomalies. Et un autre outil, on s'est présenté au début en disant qu'on était expert. En fait, on n'est pas qu'expert, on est aussi... vu qu'on va dire, on voit énormément de cyberattaques, on bosse sur beaucoup de projets, on s'est dit qu'il fallait aussi que nous-mêmes, on crée nos propres outils. Et ça, c'est un autre outil qui est aussi totalement aujourd'hui dans l'air du temps, vraiment ce qu'on va appeler l'OSINT, mais surtout la surveillance des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a eu à travailler avec quelques boîtes en France, on a pu un tout petit peu aller récupérer l'équivalent de 100 000 tweets et vraiment ressortir des informations, des métriques très très intéressantes. Et entre autres, je vais juste vous présenter sur la droite qui va beaucoup plus vous intéresser. Aujourd'hui, de manière générale, quand vous allez envoyer un tweet sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn, la majeure partie, vous allez utiliser minimum de hashtags. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir en fait quels vont être tous les autres hashtags, tous les autres mots-clés, tous les autres points potentiels que vos clients, que vos concurrents, ou même en fait parfois au sein de ce qu'on appelle de la désinformation, peuvent utiliser. Donc aujourd'hui, on a un outil aussi qui le fait autour vraiment de l'OSINT, autour un peu, on va dire, ce qu'on appelle de la désinformation de manière générale pour le faire. Et on a fini pour notre présentation. On a encore une dernière slide. Moi, je vais commencer, puis après, je vais passer la parole à Sanson pour terminer. On est vraiment très heureux d'être devant vous. Ici, Arnaud qui a remué ciel et terre, littéralement, pour nous faire venir. C'était compliqué de nous faire venir, mais finalement, on est là. Et aujourd'hui, pouvoir un peu venir témoigner de notre expertise. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un peu le Hacking Challenge qui va se dérouler à partir de demain, où les jeunes vraiment congolais pourront venir tester différents domaines dans la cybersécurité. Mais voilà, on est très heureux d'être là, et donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir, nous faire juste un petit coucou, parler cybersécurité et d'autres choses. Merci beaucoup. Francis Sec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller du ministre à l'économie numérique, le ministre des Postes et Télécommunications chargé de l'économie numérique. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui dites en matière de résilience du Congo face aux attaques des hackers? Bon, merci pour votre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de cybersécurité, cybercriminalité, d'attaques. Vous savez, au-delà des grands mots, la cybersécurité, comme M. le ministre l'a expliqué tout à l'heure, c'est simplement la sécurité de nos systèmes d'information. La première sécurité des systèmes d'information, vous savez que par exemple dans l'administration congolaise, il n'y a pas, encore plus tard que quelques années, les gens collaient encore leur mot de passe sur l'écran pour ne pas oublier. Ça, c'est la première cybersécurité qu'on peut subir. Oublier un papier confidentiel dans l'imprimante. Maintenant, au niveau de la résilience, ça c'est une bonne question. La résilience, c'est simplement notre capacité à pouvoir se relever
une fois que nous sommes attaqués. Dans l'administration congolaise, on va dire, Dieu merci, nous sommes encore tellement jeunes que l'administration congolaise n'intéresse pas encore les hackers. Maintenant, au niveau du privé, que ce soit au niveau des banques, des grandes compagnies, il y a des attaques. Donc, ce sont des systèmes qui disposent déjà d'un certain nombre d'outils, d'instruments pour pouvoir résister. C'est pour ça que vous pouvez comprendre quand même que si vous êtes client d'une banque, que la banque ne fasse pas publicité de ces attaques. Parce que vous serez le premier client à aller retirer votre argent en entendant que cette banque-là a été attaquée. Donc il est tout à fait normal que les informations sur les attaques soient un peu confidentielles parce que ça peut faire partie de la stratégie de la banque. Néanmoins, nous constatons quand même que nos institutions, nos banques, etc. sont debout, ça veut dire qu'il y a une certaine résilience. Est-ce que nous disposons d'instruments nécessaires pour faire face à ces cyberhackers? Le premier instrument, il a été dit, c'est déjà l'arsenal juridique. Notre pays, aujourd'hui, a ratifié la Convention africaine, la Convention de l'Union africaine, dite Convention de Malabo, sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel. Ça, c'est au niveau de la coopération avec nos pays, au niveau de l'Afrique. Nous avons en cours le processus de ratification de la Convention de l'Union européenne, dite Convention de Budapest, sur la cybercriminalité. Ces deux outils, ce sont des outils qui nous protègent et qui nous permettent de coopérer avec les autres États, justement au niveau international. Mais au niveau local, nous avons aujourd'hui tout le dispositif. Les lois ont été promulguées depuis 2019 et 2020. Les lois portant lutte contre la cybercriminalité, relative à la cybersécurité, aux transactions électroniques. Nous avons également la loi qui crée le gendarme. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure du gendarme. Prenons l'exemple de l'autoroute. Sur une autoroute, il faut des panneaux de signalisation. Au-delà des panneaux de signalisation, il faut le gendarme qui puisse sanctionner. Le gendarme s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Bien sûr, aujourd'hui, la loi a créé cette agence, mais cette agence attend encore à être opérationnalisée. À l'intérieur de cette agence, il y aura tous les outils, comme les centres d'alerte. Parce que quand on est attaqué, il faut qu'on ait des dispositifs d'alerte et les dispositifs de riposte. Est-ce que ça veut dire que le Congo n'est pas encore prêt? Le Congo est en bonne voie. Je pense que tout à l'heure, vous avez entendu les chiffres. On peut dire la moitié des États africains n'ont pas ratifié, par exemple, la loi portant protection des données à caractère personnel. Nous avons déjà ratifié ces lois. Au niveau du dispositif, les outils sont déjà là. Mais il est vrai qu'il nous manque encore un certain nombre de choses à faire. Par rapport aux autres, à un certain nombre de pays africains, nous sommes certainement en retard, mais nous n'avons pas à rougir parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur, je pense que il y a aujourd'hui la volonté politique de faire en sorte d'avoir tous les outils nécessaires. Même si à ce jour, ce n'est pas encore le cas, mais le cap est déjà donné. La vision est là. Nous avons une stratégie nationale de développement de l'économie numérique. C'est une politique claire. Le chef de l'État l'a dit, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc, la vision est claire et nous sommes en train de travailler tous les jours pour mettre en place et asseoir tous ces instruments. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, d'avoir répondu oui à l'appel de Silicon Connect. Merci à vous, c'était un plaisir et je pense qu'on se revoit. Merci. Et bravo encore à Silicon Connect d'avoir aujourd'hui porté la société Skytech dans ce fabuleux forum et merci pour l'occasion qui nous avait été donnée de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'appel de Silicon Connect à l'occasion de ce salon sur la cybersécurité. Vous êtes le directeur général de la Banque postale du Congo, la plus grande banque du Congo parce qu'on vous retrouve dans pratiquement les 12 départements et que sais-je d'autres. Au niveau des banques, vous gérez des informations hyper importantes. Et nous savons que les cyber-hackers, ou les cyberattaques, ou les menaces s'intéressent beaucoup plus au niveau des finances aussi. Vous, en tant que gestionnaire d'une grande banque comme la Banque postale du Congo, quelle est votre politique pour une résilience face aux menaces des cyber-hackers? Merci de me donner l'opportunité d'évoquer cette question d'une extrême sensibilité, comme vous pouvez l'imaginer. Cette activité, l'activité bancaire, j'entends,
peut réellement s'exécuter si derrière nous avons les dispositions nécessaires pour préserver ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire les données. Vous imaginez bien que avec ce qui se passe aujourd'hui, les banques sont exposées, très exposées. Et aujourd'hui, c'est vrai que les hackers, notamment les cybercriminels, ont fait des banques pratiquement la cible privilégiée. On peut comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, il y a de l'argent à clé. Et donc, en ce qui concerne la Banque Postale, mais pas seulement, je voudrais porter une casquette qui est celle du premier vice-président de l'association professionnelle des établissements de crédit pour vous dire que nous avons adressé ce problème, nous avons mis créé au sein même de l'association une plateforme responsable sécurité et système d'information pour le partage de l'information. Et vous comprenez, monsieur le directeur, que finalement nous sommes face à une situation d'incertitude, qu'on n'arrive pas à maîtriser, ou que l'on maîtrisera peut-être. Mais est-ce que vous avez peur de cette incertitude? Est-ce que vous l'acceptez ou bien vous la refoulez? Non. Les faits sont là, les faits sont têtus. Il y a une préoccupation qui est une préoccupation forte, qui est la nôtre sur ces questions-là. Sur la première partie de ce forum, je suis sorti de cette première partie-là effrayé quelque part, parce que vous avez des sachants qui vous disent que, par exemple, aujourd'hui, les mots de passe ne servent plus à rien. Vous avez des sachants qui vous disent comment est-ce que les gens peuvent pénétrer à votre insu un certain nombre de systèmes que vous avez pourtant sécurisés. C'est déjà la réflexion qui évolue lorsqu'ils reconnaissent que les mots de passe ne servent plus à rien. C'est déjà une évolution. C'est juste. Mais que faire davantage pour ne pas être finalement attaqué C'est le débat que j'avais justement avec le responsable de Silicon Connect. Je lui disais en sortant de cet échange que j'ai eu avec lui que j'avais le sentiment que de l'autre côté, les hackers avaient une longueur d'avance à écouter ce que nous entendons là. Et c'est une course. Et c'est une course contre la mondiale que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. La cybercriminalité touche plusieurs domaines. Moi, je peux parler de celui qui est le mien, qui est donc celui de la banque. Il va falloir que nous aussi nous mettons en place un certain nombre de dispositifs. La réflexion doit être permanente au sein de cette association, comme je l'ai dit tout à l'heure, professionnelle des établissements de crédit, pour que nous puissions avoir cet échange d'informations permanent sur ce qui se fait aujourd'hui et sur les dispositions que nous prenons pour protéger nos données et nos data. National juridique, peut-être? National juridique, d'abord, oui, et avant tout, parce qu'en réalité, il y a une différence entre ce qui se fait en Europe en matière juridique de ce qui se fait en Afrique. Le hacker africain, il ne risque à vrai dire pas grand-chose. D'abord parce que les textes, on le voit, sont en train d'être mis en place, parce qu'on n'est pas encore totalement opérationnel et parce qu'effectivement, il y a encore des faiblesses fortes au niveau des textes qui doivent réglementer. Il faut punir, mais il faut punir sévèrement. Parce qu'en réalité, vous imaginez, avec un seul clic, vous avez carrément perdu tout ce que vous avez bâti patiemment. C'est de la folie. Il faut donc effectivement qu'il y ait un effort des pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait un effort même des banques elles-mêmes. Parce que je rappelle, il faut le dire, que la plupart des attaques que nous subissons, parfois, viennent de l'intérieur de nos propres systèmes, de l'intérieur de nos propres banques. Et donc, il y a un problème, bien entendu, d'audit interne qu'il faut valoir mettre. Je parlais tout à l'heure de la culture de la sécurité pour que les réflexes soient ceux-là. Eh bien, là aussi, il y a un effort à faire. Et l'État doit nous aider. Il doit nous appuyer en réglementant de ce côté-là. On a parlé de collaboration, on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que les efforts doivent être faits des deux côtés. Merci beaucoup, M. le directeur. Merci. Et ça, c'est très important pour la cybersécurité actuellement. Donc, le Congo a déjà procédé pour ça la stratégie nationale
de la cybersécurité pour défendre les données personnelles. Et ça, c'est un pas très important. Moi, je trouve que le plus important, c'est la sensibilisation des décideurs, des responsables de l'importance de la sécurité. La sécurité, la cybersécurité, tout ce qui concerne les smartphones, les ordinateurs, ne doit pas être pris à la légère parce que ça peut compromettre beaucoup d'intérêts vitaux de la nation. Les proportions sont très grandes parce que c'est pour une première fois qu'on entend parler d'un forum séminaire de formation sur la cybersécurité. C'est déjà très grand et les impressions, je ne pourrais pas les citer ou bien les nombreux, mais le problème qu'il y a ici, que ça ne s'arrête pas, ça peut se continuer parce que c'est une première fois qu'on a un tel séminaire qui continue et à œuvrer plus sur la pratique ou non sur la théorie.